Et si, pour démêler des situations conflictuelles, on tentait la méthode et le discernement? Et si, pour ce faire, les recherches en négociation et en médiation pouvaient aider les responsables diversité-inclusion? Tel est l'esprit dans lequel l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité, et l'ADRIPS, l'Association pour la diffusion de la recherche internationale en psychologie sociale, ont organisé une journée d'études le 9 décembre 2024 en présence d'une centaine de professionnels de la diversité et inclusion et de chercheurs et chercheuses en psychologie sociale venus de France, Suisse, Belgique et États-Unis. À cette occasion, nous en avons enregistré 6 et leur avons soumis quelques témoignages de terrain. Dans cet épisode, nous nous demandons si, avant d'avancer sur des questions sociétalement tendues, il n'est pas mieux d'inciter les personnes impliquées à dépassionner leur position et à prendre de la hauteur. Mais jusqu'où? Professeur associé en comportement organisationnel et négociation à Neoma, Dimitri Vassilievitch s'est penché sur le rôle des émotions dans les négociations. Si vous voulez, il y a deux façons d'aborder le rôle des émotions en négociation. Il y a une perspective qu'on appelle intrapersonnelle, c'est bon, je me sens stressé là, je me sens en colère, je me sens joyeux, je me sens triste. Dans quelle mesure ces émotions que je ressens au moment présent vont contaminer ma façon de fonctionner, alors dans un contexte professionnel et plus spécifiquement en négociation. Donc ça, c'est la première chose intrapersonnelle, c'est le rôle de mes émotions ressenties sur ma façon de fonctionner, de réfléchir, de me comporter durant une négociation, durant un conflit que je cherche à gérer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième perspective, c'est une perspective que je trouve passionnante et c'est là que je dis que c'est peut-être des émotions bonnes conseillères. Quand on est confronté à un conflit dans un contexte professionnel et qu'on est en train de discuter avec un interlocuteur qui exprime certaines émotions qui peuvent être authentiques ou stratégiques, quelles informations en fait je vais pouvoir tirer de ces émotions? Il exprime de la colère, mon comportement si je souhaite et comment résoudre le conflit. En fait, ça part d'un modèle en fait en psychologie sociale qui dit que les émotions donnent des informations. Et un modèle que je trouve extrêmement intéressant. Donc d'un côté il y a l'intrapersonnel et de l'autre côté il y a l'interpersonnel. Mauvais conseiller, bon conseiller. Dans un conflit, il y a beaucoup de colère. Lorsqu'on cherche à négocier pour résoudre ce conflit, quel est le rôle de la colère sur notre façon de procéder, en fait? Il n'y a pas de surprise. Qu'est-ce que vous diriez, vous, que c'est pas super efficace d'être en colère et de chercher à négocier? En même temps, c'est un moteur, ça alors, anime c'est un moteur, la discussion, oui, alors, ça la passionne. C'est génial, c'est un moteur. Et d'ailleurs, on dit que la colère, c'est une émotion d'approche. Donc, on approche le problème, on approche la personne. Non, c'est pas efficace parce que d'une part, quand on est en colère, on a un mode de traitement de l'information qui est assez spécifique. On n'arrive plus à réfléchir au problème de façon approfondie. Et d'autre part, c'est souvent associé à l'agression. Donc, deux négociateurs, deux personnes qui cherchent à résoudre un conflit alors qu'ils sont en colère, ça ne va pas être efficace. Les performances de ces deux personnes vont être sous-optimales. Et donc ça va se caractériser par quoi? Pas mal d'agressions, pas mal d'impasses, pas mal de blocages dans la discussion, mais également pas mal d'utilisation de tactiques de manipulation, bizarrement. Tactiques de manipulation comme mensonge, demande extrême et polarisée. Donc, oui, la colère, dans le sens commun, peut animer une discussion, mais le traitement de l'information qui est associé est un traitement assez pauvre, et ça crée ces impasses en fait, qu'on voit dans la résolution de conflits. Donc, non, la colère est une mauvaise conseillère. On ne peut pas en fait chercher à résoudre un conflit quand on est en proie à ces émotions de colère. Alors, mais typiquement, moi, si je suis dans une position d'une négociation de crise et où mon interlocuteur me dit « Bon, faut dépassionner les choses ouais. », moi, cette parole-là, je l'entends comme
une stratégie, voire une entourloupe. J'ai tendance à résister parce que Ouais. j'ai l'impression que mon émotion n'a pas sa place, alors qu'elle est légitime. Elle est légitime, évidemment. Vous avez le droit d'être en colère en amont parce qu'on a abordé une certaine thématique. Et d'ailleurs, on parle dans ce podcast de questions, de problématiques liées à la diversité. Et en général, ces questions liées à la diversité font référence à des valeurs sacrées, des choses qui relèvent du principe, de croyances qui sont tellement fondamentales qu'on ne peut pas en débattre. On ne peut pas en débattre et ça crée la simple évocation de ces questions liées à la diversité, par exemple le fait religieux, énormément d'émotions, des réactions émotionnelles extrêmement fortes comme de la colère justement. Donc ces questions-là sont très très particulières, les questions liées à la diversité sont très particulières. Après vous utilisez un terme qui est particulier, c'est dépassionnons le débat. Et c'est ce terme, je pense, qui est utilisé à tort, dépassionner le débat, qui est passé dans le langage courant et qui est associé à une connotation très négative. Si, les émotions ont leur place dans la discussion, mais en tout cas, il faut savoir les réguler, mais en tout cas, on ne peut pas discuter de façon efficace pour résoudre un conflit quand on est au proie à ces émotions, des émotions particulières. Là, je parle de colère. Ça peut être aussi de la joie. La joie, le rôle de la joie dans la résolution d'un conflit, le rôle d'un état affectif positif dans la résolution d'un conflit est différent, va avoir des conséquences sur le traitement de l'information et sur la façon de négocier, légèrement différente. En tout cas, ce terme-là, effectivement, il est passé tellement dans le langage courant qu'il est connoté négativement. On n'a pas le droit aux émotions. Avec l'idée que peut-être est-ce qu'il vaut toujours mieux la réflexion que de jouer sur les sentiments. Je voudrais vous faire entendre Oui. le témoignage d'un manager diversité Okay. et inclusion. De mon point de vue, par rapport aux cultures, et c'est ça l'importance de la diversité et l'inclusion, c'est de bien comprendre la culture de l'entreprise dans laquelle on est à un moment T. Encore une fois, ça bouge. Et que je préfère faire des interventions qui soient acceptées et peut-être un peu en deçà de ce que j'imaginais, mais sur lequel je me dis, tiens, j'ai quand même suscité quelque chose quelque part, et ce quelque chose quelque part, peut-être que dans 6 mois, dans 12 mois, ça me permettra d'aller un cran plus loin, quoi. Et c'est ce que je raconte à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas de méthode universelle. Il n'y a pas un truc que pourrait donner tel ou tel acteur et qui s'appliquerait d'une manière uniforme partout. Et heureusement, je discutais de ce sujet-là il n'y a pas très longtemps avec une amie qui est RH dans une usine. C'est pas du tout les mêmes approches de ces sujets que quand vous êtes RH dans un service, quand vous êtes dans des populations urbaines, pas urbaines, etc. C'est-à-dire que l'intervention, c'est quoi? C'est de faire venir des militants du sujet et de leur faire parler un certain nombre de salariés qui veulent bien? C'est de faire... Alors, l'intervention, pour moi, c'est de faire venir des acteurs, internes ou externes, plutôt externes, de la thématique. Et dans ces acteurs, vous avez plein d'échelles. Et c'est là où il faut trouver la bonne adéquation entre la culture de l'entreprise, d'une part, le sujet qu'on défend, donc la diversité et l'inclusion en l'occurrence, d'autre part, et quelle est la passerelle qu'on fait entre les deux. Et dans ces sujets-là, on a parfois tendance à vouloir être très extrême, parce qu'on peut imaginer que la violence au sens, le marqueur très puissant est plus facilement réceptionné, parce qu'il choque, que la sensibilité. Et moi je ne suis pas d'accord avec cette vision-là. Mais encore une fois, ça dépend des entreprises. Quand on voit certaines actions de militants sur la diversité et l'inclusion qui ont un côté volontairement provocateur, volontairement médiatique, ça peut répondre à une cause. Mais est-ce que ça répond à la cause de l'entreprise au moment T ? Mais répondre à la cause de l'entreprise, est-ce que ça veut dire de faire d'abord un diagnostic homophobie et donc de lui répliquer des interventions LGBT, ou de se dire finalement les faits religieux peut-être créent plus de crispation dans mon entreprise, donc c'est à cet endroit-là que je vais répliquer des interventions? Si la question est de dire est-ce qu'il y a de la hiérarchie dans les sujets, oui, c'est la question. La réponse est oui et non. La réponse est oui dans le sens où il y en a qui sont pénalement répréhensibles. Donc ça, il y a un moment donné où quand on est sur ce niveau-là, il n'y a pas d'interrogation, c'est premier niveau, quoi. Après, dans l'absolu, dans un monde idéal, non, tout doit être au même niveau. Mais la réalité est à la fois culture d'entreprise et à la fois gestion du temps.
Et donc là-dessus, est-ce que c'est le fait religieux qui est en premier à mettre dans l'entreprise parce que la problématique est un peu plus prégnante que la discrimination LGBT? Peut-être. Mais derrière, il y a aussi la question de se dire, est-ce que, à travers le fait religieux, un sujet intellectuellement intéressant dans l'environnement dans lequel on est, je peux aussi toucher les autres sujets. Et c'est ça que j'aime dans ces thématiques-là, c'est que d'abord tout est relié et qu'il faut parfois prendre le petit chemin de détour de la montagne plutôt que de prendre la grande piste qui amène directement au but. Et moi, je crois, encore une fois, beaucoup à ça. C'est-à-dire ces petits chemins de traverse qui fait qu'on arrive au même point, peut-être un peu plus lentement, mais peut-être d'une manière un peu plus profonde. Et comment est-ce que vous la ressentez, la culture de l'entreprise? Comment vous la diagnostiquez? Au feeling? Alors, c'est les échanges. Alors, oui, il y a du feeling, mais c'est aussi les échanges avec les managers, les échanges avec les équipes, les échanges avec les élus, il y a tout ça, quoi. Après, ce qui est important dans la culture, c'est de, à la fois complètement s'y conformer et à la fois de trouver la petite limite qui permet de la faire progresser. Quand on a organisé il y a 2 ans et demi une conférence sur la ménopause, c'était assez novateur il y a 2 ans et demi en France, on était à la limite. À la fois parce que c'est un sujet qui n'était pas en réponse à une demande, donc c'est un sujet novateur pour ça. À la fois parce que c'est un sujet, même si on a traité et de la ménopause et de l'andropause, qui peut être un peu plus discriminant parce qu'on imagine que c'est un peu plus les femmes que les hommes. Et pour autant, c'est un des sujets dont on parle encore 2 ans et demi après. Donc là, par rapport aux critères de réussite, pour moi, c'est un critère, mais 200% de réussite. C'est le jour J, on m'a reproché de le faire, on m'a félicité de le faire. 2, on en a parlé dans tous les étages de l'immeuble pendant au moins toute la journée et les jours d'avant. Et 2 ans et demi après, on en parle encore. Donc ça, c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de semer une petite graine, qui était un peu plus grosse que toute petite, celle-là, qui était à la frontière, mais intérieure de la culture d'entreprise, et dont on voit les effets 2 ans et demi ou 3 ans et demi après, quoi. Dimitri Vassilievitch, sur la question des émotions, là on a l'impression d'un manager diversité et inclusion qui contourne les questions de passion que peuvent réveiller certaines thématiques diversité et inclusion en allant vers un thème de détour, comme il dit, interthématique, et qui lui permet en effet d'aller davantage vers la réflexion partagée que directement dans le vif des sujets, avec ce que le vif peut en effet avoir de trop passionné alors. Alors, je me trompe peut-être, mais il parlait d'un exemple d'intervention de personnes extérieures qui étaient militantes et donc qui ont, c'est ça, hein, et alors qui ont un avis il le prend très comme un extrême. contre-exemple, j'ai l'impression, oui, justement ça. Parce que là ça vient passer par la passion. C'est que la passion et l'émotion, c'est-à-dire que ça va être extrêmement polarisé. Alors peut-être effectivement que ces interventions vont être mémorables parce qu'elles sont associées à des émotions de colère, des émotions très polarisées. Lui, ce que je comprends, c'est qu'il mettrait en place plutôt des stratégies justement dépassionnées, très rationnelles, c'est ça, hein, Oui. et qui permettent la réflexion. Donc tout ce qui effectivement... On préfère prendre de la hauteur. Exactement. On appelle ça monter au balcon dans la gestion des crises. Quand il y a un conflit, quand il y a un sujet, justement parce que les émotions ne sont pas bonnes conseillères, prendre de la distance, s'interrompre et essayer de réfléchir avec calme au sujet pour revenir ensuite dans une réflexion. C'est ça, c'est une stratégie de réflexion dans la gestion de conflits qui avait été nommée par Fischer et Uri, donc les auteurs de la méthode de négociation raisonnée. Dans raisonner, il n'y a pas irraisonner. Et donc cette tactique de s'interrompre pour dépassionner, pour que les émotions puissent se dissiper, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les ouvrages de négociation. Mais elles ont leurs limites, effectivement, parce que si tu t'interromps pour justement te calmer, pour pouvoir réfléchir à la problématique en prenant un petit peu plus de distance, qu'est-ce qui se passe durant cette interruption ? Tu vas avoir tendance en fait à ruminer encore ce qui vient de se passer. Et quand tu rumines, tu reviens ensuite dans la discussion, encore plus polarisée. Donc cette histoire de monter au balcon... donc
de psychologie sociale a montré que Ah bah la oui. montée au balcon était c'est pas- contre-productive. Alors, ça dépend de ce que tu fais pendant cette montée au balcon. Ça dépend de ce que tu fais de cette suspension de séance. Donc, si tu fais quelque chose qui n'a rien à voir, donc si tu te détends complètement, là, ça va être efficace. Mais est-ce qu'on peut se détendre complètement, penser complètement à autre chose lorsqu'on a été confronté à un conflit? Non, l'être humain rumine. Et donc, réfléchit sur qu'est-ce que j'aurais dû dire et qu'est-ce qu'il m'a dit là. Et donc, va répéter encore et encore et encore les arguments qu'il aurait pu avancer à la table des négociations. Et cette répétition mentale, cette rumination, va avoir des effets hyper délétères une fois qu'on aura décidé de revenir au combat, revenir à la table des négociations pour gérer le conflit. Et donc ce que disent ces travaux, c'est que c'est encore pire après qu'avant. Donc la montée au balcon, ce truc qu'on voit dans tous les ouvrages de gestion des conflits, on s'interrompt là, il y a trop de violence, il y a trop de colère, on n'arrive pas à réfléchir à cette limite. Parce que ça dépend vraiment de façon particulière de ce que tu fais, de l'usage que tu fais de ce temps de pause, en fait. Ouais. Si tu rumines, ça marche pas, c'est encore pire. Après, tu es encore plus compétitif et tu es encore plus en colère.